Ainsi, Mario Colucci, auteur de l'un des textes publiés dans L'Asile aux fous, un lieu d'oubli, sous la direction de Philippe Artière et Jean-François Lahaye, nous a fait part de ses réflexions quant au travail réalisé par Basaglia Goridia. Et je cite, « Si la médecine écoutait ses savoirs qui s'insurgent du bas, il n'y aurait pas ces photographies sans traces ni mémoire. » Au Québec, il y eut une première prise de parole individuelle en 1961 avec Les Fous crient au secours de Jean-Charles Pagé. Débute alors très timidement en Europe le processus de reconnaissance de la personne usagère comme acteur et comme sujet dans les institutions publiques par la psychiatrie sociale et communautaire. Au Québec, la psychiatrie communautaire n'a pas toutefois emprunté cette voie. Ainsi, dans un texte publié en 1984 dans la Revue canadienne de psychiatrie vers une redéfinition de la psychiatrie communautaire, Lesage et Lamontagne s'interrogent sur l'échec de cette psychiatrie sociale, ce sans aucune référence à l'empowerment des locataires. Slow down. Boy, déjà. OK. C'est pas facile, d'accord. Okay. Donc, je répète, vers une redéfinition. Ainsi, dans un texte publié en 1984 dans la Revue canadienne de psychiatrie, vers une redéfinition de la psychiatrie communautaire, deux psychiatres, Alain Lesage et Lamontagne, dont j'ai oublié le prénom, s'interrogent sur l'échec de cette psychiatrie sociale, ce sans aucune référence à l'empowerment des usagers. Pourtant, aux États-Unis, comme en d'autres pays occidentaux, les usagers avaient créé depuis 10 années leur propre structure. Par exemple, en 1974, le Mental Patient Liberation Front, donc vous voyez un peu l'époque, à Boston, avait été créé. Et en 1976, il y avait eu le fameux livre de Julie Chamberlain, On Our Own, qui, donc, littéralement, par nous-mêmes, qui est devenu un livre emblématique de ce courant d'idées et de pratiques qui s'inscrivait dans une perspective franchement abolitionniste de la psychiatrie. D'ailleurs, les auteurs français, les époux Castel et Al Noven, à cette époque-là, avaient publié un livre, La Société psychiatrique avancée, où les auteurs avaient bien discerné cette lutte inégale qu'ils avaient qualifiée la lutte du pot de terre contre le pot de fer. J'ai nommé ainsi quelques-uns des éléments de contexte qui ont fait de moi l'un des pionniers de la promotion de la défense des droits en santé mentale au début des années 80 et du développement des ressources alternatives, ce que nous, on a appelé l'ailleurs et l'autrement. L'ailleurs, c'est-à-dire ailleurs qu'en hôpital psychiatrique et autrement que par la médication, par exemple. J'ai été de ce fait associé de près à ce processus de reconnaissance du savoir expérientiel des usagers qui a débuté par une prise de parole soutenue par des alliés. Donc j'insiste là-dessus, contrairement aux États-Unis où c'était presque essentiellement des usagers, des psychiatrisés, comme on les appelait à l'époque, qui s'étaient réunis entre eux pour prendre la parole, au Québec ça a été mix, si je peux parler ainsi, usagers et non-usagers. Historiquement, ces deux mouvements, c'est-à-dire les ressources alternatives et les défenses des droits, ont été les viviers et les vecteurs de ce processus de reconnaissance jusqu'à la venue de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale en 1990. Et cette première étape est essentielle et cruciale. Sans cette prise de parole, il ne peut y avoir de reconnaissance sociétale de ces savoirs subjugués. Il s'agit d'abord d'être pris en considération et respecté, n'être plus invisible. On commence ainsi à se forger une identité narrative et le savoir d'expérience peut devenir un outil de mobilisation collective. Finalement, les personnes usagères en 2007, de par la création d'une association nationale reconnue et financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'appelle les Porte-Voix du rétablissement, se donnent finalement leur propre canal de représentation de leur intérêt. Ces voix plurielles, car il y a aussi les associations d'usagers par diagnostic, expriment qu'elles possèdent un savoir et revendiquent sa reconnaissance. Bon, donc, avant de détailler les différentes étapes du processus de reconnaissance, quelques lignes, si vous voulez bien, bon, quand même sociologue, là, universitaire, au plan conceptuel. Au plan conceptuel, vous pouvez mettre, s'il vous plaît, changer. Donc, au plan conceptuel, les apports théoriques d'Albert Hirschman et d'Amartya Sen constituent les principaux référents théoriques de notre analyse de ce processus de reconnaissance. Hirschman, dans son célèbre livre « Défection et prise de parole », a démontré comment s'organise une relation triangulaire entre loyauté, prise de parole et défection. On peut parler exil, des intérêts, aussi bien que le retrait physique au sein des institutions ou organisations. À juste titre, Hirschman considère que toute institution est écartelée entre ses positions de la part de ses membres et de sa clientèle. Si l'organisation se montre peu à l'écoute de leurs paroles, autant des membres que des usagers, ceux-ci peuvent alors faire défection, manquer de loyauté ou mettre en œuvre des mécanismes de résistance.
Lorsqu'il s'agit de personnes au bas de l'échelle sociale, parce que leur rationalité est mise en doute ou parce que perçues comme des assistés de l'État bénéficiant d'un logement subventionné, le triptyque d'Hirschman met en lumière les rapports de pouvoir générés par l'institution, notamment quant à la disqualification de leur savoir d'expérience. L'approche par les capabilités, quant à elle, théorisée par Amartya Sen, s'appuie sur l'analyse concrète des conditions de vie des personnes et des communautés dans leur cadre matériel et social, afin que les politiques, programmes et interventions offrent effectivement de plus grandes possibilités de participation, de choix et d'accomplissement. Selon cette approche, un individu est libre lorsqu'il trouve sa voie propre et l'utilise selon ses choix pour agir sur les contextes qui l'affectent afin d'initier des changements. À cet égard, Sen affirme que l'expression « la voie » n'est pas une alternative ou est accessoire, mais agit comme partie intégrante du bien-être. En développant leur capacité à avoir des aspirations, l'expression individuelle et collective des personnes marginalisées et exclues devient un élément significatif des débats. La liberté, pour Sen, dans la foulée de pédagogues comme Dewey ou Freire, s'intéresse autant au processus de décision qu'aux opportunités d'atteindre des résultats valorisés. Mais là, je citerai une sociologue française, Bénédicte Zimmermann, dans un livre qui s'appelle « Capacité et enquête sociologique », a utilisé justement cette approche-là. Elle a dit ceci: en d'autres mots, nous faisons du développement et de la liberté en faisant du développement et de la liberté. Sans opportunité, la liberté ne peut s'actualiser. La capacité réelle d'action suppose tout à la fois l'existence d'opportunités et de moyens d'agir. À la différence de l'utilitarisme, l'approche ne limite pas l'évaluation du bien-être au seul accomplissement désiré. Elle englobe la liberté de les concevoir et de les réaliser, ouvrant ainsi l'analyse à la question des possibles et des moyens de leur actualisation dans une situation donnée. Ça s'inscrit tout à fait, par exemple, dans ce qui existe en France depuis fort longtemps, l'éducation populaire. Une vieille idée qui est dans l'éducation populaire, c'est la reconnaissance que tout un chacun est porteur d'une culture, d'un ensemble de savoirs et de savoir-faire. Ceci réfère à une conception de la société comprise comme n'existant, là je cite Dewey, n'existant que dans et par la communication. Une perspective narrative de la communication clarifie la définition de la communauté et ajoute un élément clé, le rôle de la raison pratique. Et ceci est associé à l'idée même de démocratie. Ainsi, pour Dewey, je cite, « Celui qui porte la chaussure sait mieux si elle blesse et où elle blesse, même si le cordonnier compétent est meilleur juge pour savoir comment remédier aux défauts. » Donc, on continue, s'il vous plaît. Par rapport justement aux 4 étapes qui vont structurer notre démonstration, donc ici, on est rendu à l'ailleurs et l'autrement des ressources alternatives. Par la suite, je vais développer avec l'intégration du savoir d'expérience de l'organisation des services de santé mentale et de la clinique, la systématisation de ce savoir d'expérience-là et finalement, l'apport dans le milieu de la recherche. Pour moi, c'est là où j'en suis rendu dans ma réflexion. Tout ça peut bouger évidemment, mais ce que j'ai cherché à faire modestement dans cette présentation-là, puis dans le texte sur lequel je travaille, c'est d'essayer d'identifier des étapes qui font en sorte qu'on puisse reconnaître le processus de reconnaissance d'un savoir comme celui en santé mentale. Je fais la même chose à l'heure actuelle au niveau que j'interviens, j'accompagne des personnes qui sont en milieu HLM depuis 10 ans, je fais de la recherche, et le milieu HLM au Québec est un milieu où il faut être pauvre pour habiter en milieu HLM, et le processus de reconnaissance du savoir expérientiel en milieu HLM des locataires est totalement différent de celui en santé mentale. Mais bon, ça c'est un autre sujet, puis je pourrais en discuter avec vous collectivement ou individuellement, si vous le voulez bien. Donc, sur l'ailleurs et autrement. Au Québec, ce sont, comme j'ai mentionné un peu tantôt, au Québec, ce sont les ressources alternatives regroupées au sein du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec lors de sa fondation en 1982, qui ont été le vecteur principal de la reconnaissance du savoir des personnes usagères. Il s'agit d'une alliance, encore une fois, entre des usagers, des militants et des intervenants en rupture de banc avec le système. Donc, vous voyez ici, vous avez des intervenants qui travaillaient, pour plusieurs d'entre eux, qui travaillaient dans le système public. Ils estimaient que c'était impossible de faire avancer, de travailler dans le système public, d'avoir des changements. Ils sont sortis pour employer justement l'idée d'Hirschman. Ils ne pouvaient pas avoir une loyauté envers le système. Ils sont sortis. Et les usagers ne pensaient pas qu'ils pouvaient avoir effectivement une voix dans le système. Les groupes d'entraide, déjà à cette époque-là, la promotion et la défense des droits et les ressources de réadaptation constituent les éléments de base de ce regroupement.
Pour faire une histoire courte, un groupe fort de cette époque-là, qui n'existe plus malheureusement, qui a implosé à une certaine époque, c'est Solidarité Psychiatrie, qui a effectivement été suscité par des personnes de la clinique communautaire de Jean Talon à Montréal. Et bon, c'est un groupe qui a eu un film, il y a eu un livre, il y a eu une pièce de théâtre, donc un groupe extrêmement dynamique. Continuez s'il vous plaît. À la même époque, ça a été, bon, Jean-Luc qui a fait référence, c'est le groupe que j'ai fondé avec d'autres personnes à Québec en 1980 déjà. Et donc, jeu de mots, vous voyez, c'était l'époque autopsie pour autonomie psychiatrisée et aussi autopsie de la psychiatrie. Et donc, par la suite, si on continue dans les années 80, on commence à avoir une reconnaissance timide de la part du politique et de l'organisation des services. Ainsi, on continue ainsi, s'il vous plaît, donc, en 1985 a été publié un avis sur les ressources alternatives du Comité de santé mentale du Québec, qui lui aussi a été aboli au début des années 2000, qui était un organisme consultatif auprès du ministère, et déjà à cette époque-là, il y avait une personne usagère qui siégeait sur le comité. Et dans le cadre des travaux qui a amené la publication de ce livre-là, j'ai singularisé ces deux phrases-ci. Nous devrions retenir de cette recension que les gens concernés par les problèmes, en 85, là, sont des interlocuteurs essentiels de l'analyse des besoins et dans l'étude critique d'un système de distribution des services psychosociaux et de santé. Et de continuer, en étant davantage reconnus, les ressources alternatives pourront mieux contribuer à faire valoir le point de vue et de leurs proches, des personnes et de leurs proches dans l'identification des besoins plus urgents. Donc, vous voyez ici, j'attire votre attention sur le terme point de vue. Donc, en 85, on ne parlait pas à cette époque-là de savoir. Point de vue, c'était un peu plus timide que reconnaître le savoir. On aurait pu écrire, aujourd'hui, on écrirait pour mieux contribuer à faire valoir le savoir d'expérience des personnes. Donc, on s'est contenté de parler du point de vue. À peu près à la même époque, en 85, dans les années 80 au Québec, il y avait des travaux autour de la première politique de santé mentale qui a fini par apparaître en 89, mais en 85, il y a eu ce qu'on a appelé le rapport Arnois qui était une pré-politique. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans le rapport Arnois, il y a un chapitre dont le titre roule encore aujourd'hui. Je fais comme d'autres références parce que le titre a été inspiré par une parole d'usager qui malheureusement au Québec est encore d'actualité. Je suis une personne, pas de maladie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal d'affaires. L'enjeu, c'est justement dans l'intervention, comment faire en sorte effectivement que les gens ne soient pas un sac à symptômes, mais qu'on les reconnaisse effectivement comme des personnes à part entière, comme des êtres humains. Et donc, je suis personne, on parle de 85. Donc, on ne parlait même pas à cette époque-là d'approche par les forces au Québec. Donc, c'est une parole d'usager qui a inspiré un chapitre du rapport Arnois. J'ai singularisé aussi, parce que bon, à cette époque-là, je travaillais, après avoir travaillé à Autopsie, j'étais rendu agent de développement au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Et bon, avec d'autres, on avait initié la première conférence pan-canadienne des usagers en 1987, qui s'appelait Our Work, notre tour. Donc, pour la première fois au Canada, des usagers et non-usagers se réunissaient, mais c'était vraiment l'idée d'une conférence. J'étais le seul, je me rappelle bien, j'étais le seul non-usager sur le comité, on s'était réunis à Vancouver pour préparer tout ça. Et bon, à la fin de la conférence, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, c'était juste les usagers qui s'étaient regroupés et bon, pour décider qu'est-ce qu'elle allait faire par la suite. Le domaine, donc, je continue par rapport justement à la réadaptation psychosociale que j'ai fait référence, dans le sens que, bon, un certain nombre d'usagers aux États-Unis, comme Judy Chamberlain, ont compris qu'effectivement, comme disait Castel et Lowell, que c'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer, et donc, Judy Chamberlain a publié a été coopté par William Anthony dans l'école de réadaptation psychosociale et elle a intégré effectivement dès le début des années 80 le Center for Psychiatric Rehabilitation de l'Université de Boston. Il y a même un chapitre du fameux livre d'Anthony en 81, un livre fort, Psychiatric Rehabilitation Program, où il y a une section qui est écrite par Judy Chamberlain. Donc vous voyez déjà forme de cooptation du milieu universitaire avec les usagers, une forme d'alliance qui
qui se matérialise. En parallèle à ça, les usagers aux États-Unis vont continuer à aussi être très actifs. Par exemple, j'ai singularisé là, un manuel sur l'entraide qui s'appelle Reaching Across Mental Patient Helping Each Other. Donc, littéralement, les patients se mettent ensemble de l'entraide mutuelle. Il faut avoir en tête que les années 80 aux États-Unis, il y avait tout un... Il y a même eu des collègues universitaires qui écrivaient là-dessus, qui disaient que c'était l'entraide, que c'était le nouveau paradigme, puis que ça allait remplacer les services. C'était à l'époque aussi, peut-être certains d'entre vous connaissaient Alvin Toffler, qui est son fameux livre, Le choc du futur, là, en 1980. Pourquoi j'en parle? Parce que Toffler avait conceptualisé un terme, prosumer, au lieu d'être consumer, prosumer. Donc, c'était déjà l'idée dans le livre de Toffler. Il y avait déjà cette idée-là de coproduction, de co-construction. Donc, au lieu d'être simplement un consommateur passif, on était un producteur, on était un coproducteur. Et c'est dans le livre de Toffler, quand même pas rien. En 1989, l'Association nationale des directeurs de services de santé mentale aux États-Unis reconnaît dans une position officielle, reconnaît formellement le savoir d'expérience des usagers en disant, donc dans 1989 aux États-Unis, que la contribution des usagers doit être valorisée dans tous les domaines suivants: développement de programmes, élaboration de politiques, évaluation de programmes, assurance qualité, formation initiale et continue et dispensation des services directs. Donc, très brève partie sur les États-Unis. Au Québec, durant cette époque-là, c'est effectivement là aussi le développement on continue s'il vous plaît par rapport au PowerPoint, c'est effectivement la fondation de l'AQRP en 90, qui encore une fois, qui est l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. Donc, pourquoi je le singularise par rapport à la reconnaissance du savoir d'expérience, c'est que là, ça sort tranquillement pas vite du giron des ressources alternatives pour aller vers, un peu comme aux États-Unis, vers le domaine de la réadaptation psychosociale, qui est un domaine beaucoup plus vaste, beaucoup plus englobant, parce que dans la QRP, vous avez des institutions publiques, vous avez aussi des usagers, des intervenants même aussi du milieu communautaire. Donc, c'est vraiment une alliance là, un peu arc-en-ciel, qu'on pourrait dire. Et bon, pour les gens qui, je les ai mis ici sans nécessairement que ce soit pertinent de les lire, mais on voit clairement que dans les principes de la réadaptation psychosociale aujourd'hui au Québec, ce qui est assez curieux, c'est que l'association qui organise des colloques à tous les 2 ans, qui est en pointe aujourd'hui dans le domaine d'intervention, on ne parle plus de réadaptation psychosociale, mais on parle de rétablissement. Enfin. Mais donc, le point que je veux faire ici, c'est qu'effectivement, on met l'accent sur l'importance pour que les usagers soient partie prenante, que soient partie prenante et qui, effectivement, on parle à cette époque-là de renforcer le pouvoir d'action. On est déjà un peu en germe par rapport à l'empowerment, au pouvoir d'agir, au pouvoir d'action. On est un peu dans les mêmes eaux. Donc, en 89, c'est la publication de la première politique de santé mentale du Québec et le premier principe de la politique de santé mentale, c'est notre première, c'est la primauté de la personne. Bon, en 89, donc 2 moyens sont privilégiés pour la mettre en œuvre, la promotion et la défense des droits. Donc, la mise sur pied de groupes régionaux, ce qui m'a permis à moi et à d'autres, mais si je parle à mon nom propre, là, de quitter, d'aller travailler le provincial et de revenir sur le terrain, de devenir coordonnateur du collectif de défense des droits de la Montérégie, qui est une région du Québec, là, la 2e en population. Et l'entraide. Donc, l'entraide avec comme définition, il regroupe des personnes qui désirent trouver elles-mêmes une réponse à leur situation. Donc, vous voyez, la définition d'entraide est quand même une définition assez large, qui a amené quand même un certain débat, un débat certain, devrais-je dire, dans les groupes, parce que bon, quand tu travailles dans un groupe d'entraide, mais que tu n'as pas toi-même passé par le système, est-ce qu'effectivement il y a une résonance? C'est toujours des questions là, qui, à mon avis, sont d'actualité. Dans la politique de santé mentale suivante, s'il vous plaît, dans la politique de santé mentale, j'ai fait référence, on continue. Dans la politique de santé mentale, il y avait aussi cette idée-là de ce qu'on appelait, nous, au Québec, à cette époque-là, les plans régionaux d'organisation de services. Donc, plans régionaux d'organisation de services, qui était l'idée c'est un classique là, en termes de planification de services, on identifie les besoins, on dit quelle serait la situation idéale en termes de services qu'il faudrait développer, et qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années. Et la particularité de la mise en œuvre de ces plans régionaux d'organisation de services-là, c'est le fameux comité de tripartite. Donc, il y avait un comité de tripartite
dont le mandat était effectivement là, de faire des recommandations à l'agence régionale à cette époque-là. Et le tripartite, c'était un tiers organisme institutionnel, secteur public, un tiers secteur communautaire et le tiers intersectoriel, ce qu'on appelle éducation, justice, municipalité. Donc, qui n'était pas là? Les usagers. Ça a pu arriver que des usagers siègent dans le tiers communautaire, mais dans la politique de santé mentale, on a beau avoir mis la primauté de la personne, c'était pas marqué qu'effectivement, il devait y avoir des usagers absolument dans les comités tripartites. Donc, on voit que finalement, là, que la reconnaissance de ce savoir expérientiel-là, à cette époque-là, était quand même limitée. Ceci étant dit, en lien justement avec le fait que la propagation de ce savoir d'expérience-là sort tranquillement, pas vite, du giron des ressources alternatives. L'exemple que je vous ai donné, c'est au colloque de l'association à l'époque, il y avait, c'est une histoire courte, mais en 1998, il y avait encore des établissements publics au Québec qui s'appelaient les centres locaux de services communautaires et qui avait une fédération et qui avait organisé un colloque et dont un panel qui avait comme thématique suivante les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, leurs proches, comme experts de leur situation et de leur devenir. Donc, on voit pour la première fois, à ma connaissance, un panel d'experts composé d'usagers et de proches où on parle carrément d'experts. Et là, j'ai singularisé une déclaration d'une usagère qui s'appelle Madame Sylvie Giasson. Je cite, elle a dit ceci lors de ce colloque-là. Pardon, j'ai trouvé moi-même l'endroit qui me conviendrait en me posant la question suivante.